dans ces valeurs, les valeurs que porte Puzzle, il y a vraiment cette idée d'être un espace de liberté pour les artistes, un espace de création. Et je pense que là, on a touché à quelque chose en ayant 2 cartes blanches pour ces 2 artistes et donc 2 œuvres inédites. Il y a aussi le lien avec les nouvelles technologies qui est un de nos fils rouges, et avec l'idée de mettre en regard ce que dans la salle noire les nouvelles technologies peuvent apporter comme écriture, comme supplément ou pas, ou comme comment on pourrait dire, justement, à vous de me le dire. Comment les nouvelles technologies aujourd'hui impactent la création artistique et quelle est leur plus-value? On retrouve donc ces 3 axes dans cette exposition, et je vais laisser Fanette et Olivier nous présenter un peu leur parcours, pas sous l'idée d'un curriculum vitae, loin de là, mais plutôt comment sont-ils arrivés aujourd'hui à Puzzle avec ces installations qu'ils nous proposent, quel a été un peu le chemin pour arriver jusque-là. Je vais donner la parole à Fanette. Bonsoir. Alors, je m'appelle Fanette Guillou, et mon travail donc, a commencé par une école de photographie en 2012. J'ai commencé donc une école de photographie et qui était donc à Toulouse, et j'ai rejoint à ce moment-là un collectif artistique où on faisait pas mal d'installations déjà à base d'anamorphose, et ça a été vraiment mes premiers pas avec l'anamorphose qu'on faisait dans des endroits abandonnés, dans une pratique qui se rapprochait plutôt du graffiti. Bref, voilà, c'était mes premiers pas avec l'anamorphose. Ensuite, j'ai terminé mon école de photographie, et il fallait présenter un dossier de fin d'année. Et donc, j'ai décidé de continuer sur l'anamorphose et de figer ces créations qu'on faisait avec le collectif, qui était plutôt du terme de l'exploration et du graffiti, voilà, de l'exploration de bâtiments abandonnés. J'ai voulu les figer dans des lieux, dans des lieux abandonnés. J'ai choisi de représenter des formes impossibles. Donc il y a 2 tirages de cette série qui sont dans la salle blanche. Ensuite, une fois mon école terminée, j'ai commencé à travailler sur l'anamorphose de plus en plus, surtout par des commandes. Voilà, principalement des commandes. Jusqu'à ce que je reçoive un email qui me propose de venir travailler au Puzzle, donc, avec justement cette carte blanche qui m'a beaucoup plu parce que, comment dire, ayant beaucoup travaillé en commande, on est quand même pas mal, comment dire, contraint, voilà, c'est le mot. Et de pouvoir donc avoir vraiment une pièce où c'est lâche-toi, fais ce que tu veux, après avoir travaillé beaucoup dans des bâtiments abandonnés, où j'avais quand même une liberté assez infinie, que je retrouvais pas forcément dans les commandes, voire même pas du tout, mais que je voulais quand même déplacer de ces lieux abandonnés parce que j'aimais ça et j'aimais les investir, mais c'était pas... Voilà, c'était pas quelque chose qui me touchait, que j'avais envie de travailler plus. Et donc là, d'avoir une carte blanche, ça a été vraiment très très intéressant. Et voilà, donc j'ai créé l'installation qui est dans la salle blanche, dont on reparlera après. Bon, moi, il se trouve que j'ai toujours travaillé sur la perception de l'espace depuis pas mal de temps. J'ai commencé en fait principalement par la photographie, où j'ai commencé à en quelque sorte sampler l'espace urbain, l'espace dans lequel je vis, pour essayer de apporter, modifier la réalité qu'on pouvait figer à travers la photographie. Et au fil du temps, donc j'ai acquis de nouvelles techniques, notamment les techniques liées à la lumière. Et j'ai commencé à délaisser le support photographique pour m'intéresser à
à la lumière et aux installations audiovisuelles. Il se trouve qu'il y a bientôt 10 ans de ça, j'ai rencontré des plasticiens, graphistes un peu qui avaient le même background que moi, et on a créé un label qui s'appelle Anti-VJ. Et on a commencé à faire des projections monumentales sur des bâtiments. Ces projections aujourd'hui, on en voit un petit peu partout dans les événements, ça s'appelle des mappings. Donc ces projections gigantesques, et on a commencé à créer donc des performances audiovisuelles, dont on met du son, de l'image. Et puis moi, du coup, j'ai commencé à interroger l'espace via cette technique de la projection et à interroger le support sur lequel on projetait, donc les bâtiments, en général des assez gros buildings. Et puis dans la technique du mapping, il y a une contrainte qui est liée à la projection. On s'efforce très souvent de créer des volumes, des illusions d'optique qui sont que visibles qu'à partir d'un seul point. Donc ça, c'était un petit peu l'inconvénient dans les projections mapping, parce qu'il fallait toujours être positionné à un endroit bien particulier pour voir le relief se créer. Et du coup, cette contrainte est devenue en quelque sorte le centre, le point principal de mon travail. C'est-à-dire que cette contrainte est devenue le centre de mon travail, et j'ai commencé à articuler mon travail sur la perception de l'espace autour de cette contrainte qui est devenue pour moi source de créativité. Et moi, surtout ce que j'ai toujours cherché, aussi avec la photographie, c'était d'interroger l'espace en en perturbant l'espace. J'ai toujours cherché à créer une distorsion, un processus qui permettait de créer une cassure. Et du coup, ce processus s'est retrouvé à travers l'anamorphose. Et donc j'ai commencé à créer des peintures anamorphosées, toujours augmentées avec le médium lumière. La lumière, dans le principe de l'anamorphose, est intéressant parce que il me permet justement donc la lumière nous apporte des informations qui nous permettent de voir et de comprendre l'espace. Avec la lumière, avec la vidéoprojection, on peut moduler cette lumière et du coup altérer l'information et créer un discours en révélant ou en cachant certaines informations. Ceci afin de perturber le spectateur. J'essaie de perturber le spectateur, mais pas trop, en laissant un minimum d'informations pour que le spectateur puisse ne pas être totalement perdu dans l'espace et comprendre lui-même comment sont organisés, comment s'articule l'espace que je propose, mais principalement, indirectement, l'espace qui nous entoure. Parce que c'est avant tout ça qui m'intéresse, c'est poser des questions en fait, distiller quelques petites pistes et laisser le son spectateur de lui-même, selon leur propre histoire, de s'inventer une propre histoire. Du coup, donc là dans Chef, qui est le projet que je présente dans la salle noire, ce qui est intéressant dans ce projet, c'est que du coup, je suis passé de l'anamorphose 2D, entre guillemets, qui s'effectuait sur des murs. Donc à la base, en anamorphose 2D, les coins m'intéressent parce que du coup, ça me permettait de créer des formes pour perturber l'espace. Du coup, dans Shape, ce qui m'intéresse surtout, c'est que l'anamorphose se crée au travers d'un volume. Et du coup, cette anamorphose s'intègre dans un espace 3D qui est bien sûr toujours visible d'un seul point, mais donc l'œuvre que vous allez voir, en fait, on peut circuler tout autour à 360 degrés. Donc c'est un travail aussi plastique, c'est-à-dire qu'il y a des règles d'esthétique que je pose, qui sont les miennes bien sûr, que vous pouvez apprécier ou pas. Et vous pouvez donc tourner tout autour, chercher votre point de vue, chercher ce qui vous intéresse, créer vous-même votre propre composition de l'espace à travers les formes qui sont déconstruites. Et du coup, donc, toutes ces formes qui sont plus ou moins éclatées dans l'espace sont construites à partir
de règles, des règles de la perspective donc créées durant la Renaissance. Et ces règles, cette invention de la perspective me sert de support pour articuler mon travail autour de la perception de l'espace. Donc quand vous allez vous fixer sur le point d'anamorphose, vous allez dessiner une pyramide visuelle dont le centre sera situé à votre œil. C'est mieux de fermer un œil pour bien percevoir la forme. Et donc cette pyramide qui va aller vers l'avant, dans cette pyramide va être composée dans l'espace des éléments que vous allez voir et qui vont former cette anamorphose décentrale. Qu'est-ce qui... Pourquoi vous acharnez un petit peu là-dessus? Pourquoi c'est au centre de votre travail aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous intéresse là-dedans, alors que effectivement l'anamorphose date aussi à peu près en tout cas théorisée depuis la perspective, donc c'est pas quelque chose de nouveau, quelque chose de foncièrement innovant, mais ça reste quelque chose de très présent aujourd'hui encore, et surtout dans votre travail. Qu'est-ce qui fait que vous travaillez là-dessus? Alors, moi, ce que j'ai beaucoup travaillé, c'est effectivement d'ajouter un sens, de rapporter un peu à justement ce concept qui était très simple, comme tu disais, avec un angle, une forme, qui est simplement un perturbateur d'espace, on va dire. Et donc dans ma première série, ce que j'ai essayé de ramener comme sens, c'était une espèce de troisième sens de lecture qui est sur les formes en elles-mêmes et qui justement parle de ces formes qui sont du coup impossibles. Et ça rajoute une couche en fait à l'œuvre et elle s'expérimente d'une autre façon. Après moi je l'ai fait d'une façon assez particulière parce que vu que je les ai fait dans des lieux abandonnés, et c'est un peu justement le paradoxe que j'évoque dans cette salle blanche, c'est la façon dont on expérimente une image en 2D qui vient d'une photographie et une pièce dans laquelle on évolue. Donc dans ma première série, en fait j'ai publié les images. Donc c'était vraiment une façon différente d'expérimenter l'anamorphose. C'était beaucoup de gens qui me demandent c'est un montage, c'est Photoshop, etc. Et moi qui dois expliquer, non, regardez bien, et c'est pour ça que c'est génial d'avoir des tirages aussi grands, parce qu'on peut voir, s'approcher et voir que la porte est peinte, le rideau est peint, enfin voilà, tout est investi. Et donc c'est voilà, ce paradoxe, je trouve, entre la façon dont on expérimente, la façon dont on voit, la façon dont on investit un espace, la façon dont on analyse ce qu'on voit, les informations qu'on reçoit, comment on les traite, et comment on les perçoit. Et voilà, justement ce paradoxe entre ce qu'il y a sur l'image et l'interprétation qu'on en fait. C'est juste l'anamorphose, pour moi c'est un prétexte en fait, c'est juste une technique qui permet d'interroger l'espace. L'anamorphose fonctionne selon des règles de la perspective qui sont purement mathématiques. Et du coup, utiliser ces règles, créer des formes. Alors moi, ma forme, elle reprend principalement le fond de la salle noire, qui est un parallélépipède, donc c'est un rectangle, et il est légèrement incliné sur la droite. C'est en quelque sorte, c'est une manière de rentrer en conflit un peu avec l'espace. Donc moi, c'est une technique qui me permet de rentrer en conflit avec l'espace, en fait. On peut peut-être regarder en miroir vos deux installations, comme l'a suggéré Fanette avant qu'on commence cette discussion, où effectivement, même avec la même technique, le même thème de départ, on se retrouve avec des installations presque antagonistes, avec une salle blanche très pop, très colorée, presque ludique, et une salle noire plus oppressante,
une œuvre plus inclusive où le spectateur est au milieu et doit regarder autour de lui, une autre installation où on doit tourner autour de quelque chose qui est au centre de la pièce. Il y a effectivement un gouffre. Voilà, c'est presque diamétralement opposé, si ce n'est la technique. Mais justement, justement, je trouve ça pas mal, mais c'est ce que tu disais, comme l'anamorphose est plutôt un moyen plutôt qu'une fin. Je pense que c'est vraiment une belle preuve que on peut parler de choses complètement différentes tout en se répondant, parce que quand même je trouve que les deux salles se répondent. Utiliser la technique et de manière plus extrapolée la technologie de façon complètement différente, de parler de propos différents, mais tout en se répondant sur voilà, avoir au cœur cette technique de l'anamorphose. Et quand même, je trouve que les deux ont quand même un pilier commun qui est la perception de manière plus générale, que ce soit comment on perçoit l'œuvre, comment on perçoit le propos, comment on se situe par rapport à une œuvre. Voilà. Un autre point que j'avais envie d'évoquer, c'est un peu aussi l'ambivalence en tant qu'artiste quand on travaille sur ce genre d'installation. À la fois cette nécessité d'être centré sur son travail, d'avoir en tête la rupture spatiale que vous évoquiez, donc d'avoir une approche qui est la vôtre d'artiste à ce moment-là, mais aussi d'avoir conscience qu'il y a des spectateurs qui vont évoluer dans ou autour de vos œuvres, et donc avoir cette capacité aussi à se décentrer, à sortir de votre propre point de vue pour prendre en compte les points de vue éventuels des autres spectateurs, et qu'ils aient à voir, même si ce n'est pas de votre regard. En fait, ce que je te disais tout à l'heure, c'est que moi j'ai eu une espèce de point de rupture à un moment où je suis passée de faire de la photographie, avec comme base l'anamorphose, l'installation, et que les gens expérimentent ce travail que par la photographie, donc je te parlais d'une installation que j'avais fait à Berlin où tout d'un coup, c'était la première fois qu'on me demandait de faire ça, c'était viens faire une anamorphose in situ. Et voilà, ça m'a semblé complètement normal, sauf qu'en fait je l'ai abordé comme une photographie, et du coup les gens l'ont expérimenté d'une façon complètement nouvelle, et ça m'a donné un nouveau regard sur ce que je faisais. Et du coup, c'est vraiment le cheminement. Après, voilà, de façon plus générale, on avance dans notre travail, on évolue dans ce qu'on est, dans ce qu'on fait, et du propos qu'on évoque. Mais ça m'a beaucoup fait avancer d'avoir ces gens qui passaient à l'intérieur et qui interagissaient, qui se demandaient. Et il y a pas mal de gens qui passaient devant, qui s'en rendaient même pas compte. Tu vois, ils voyaient les lignes, mais c'est tellement quelque chose de précis. Que beaucoup de gens évitaient totalement l'anamorphose, parce qu'il y avait plusieurs œuvres et elle est directement à celle d'après. Et du coup, non, oui, effectivement, je sais plus où je voulais en venir. Mais c'est une gymnastique pas évidente. Voilà. D'avoir on est dans une technique qui a un degré d'exigence, de précision assez élevé, qui nécessite d'être centré sur son travail, mais qui nécessite de se décentrer aussi en prenant en compte le fait que les spectateurs vont peut-être pas le regarder de la façon dont... Voilà, du coup, dans ce cas-là, il a fallu imaginer quelque chose un mix entre les deux, justement, entre la photographie et l'installation, où voilà, les gens vont évoluer dans l'espace, expérimenter la chose, et donc prendre en compte aussi le regard du spectateur. Enfin voilà, c'est quand même une mécanique assez différente, mais oui, comme tu sais, toujours dans la recherche de précision et de perfectionnisme, on pourrait dire. Olivier, c'est peut-être un peu pareil pour toi, entre le passage entre l'audiovisuel et là des formes plus plastiques en volume, est-ce que c'est aussi cette volonté de sortir d'un rapport frontal et d'offrir plus de regards? Dans mon travail, j'ai toujours eu deux points de vue. L'anamorphose a pour but d'amener le spectateur, de superposer leur regard sur le mien, puisque lorsque le spectateur se place sur le point d'anamorphose, il prend la place en quelque sorte de l'artiste qui a créé l'œuvre, puisque l'artiste crée cette œuvre à partir de ce point-là. Donc il y a deux constantes en gros, il y a celle-ci et puis il y a celle où le spectateur est autour. Et moi j'ai toujours accordé aussi de l'importance à ce qu'on pouvait voir en dehors du point d'anamorphose. C'est-à-dire qu'en dehors de ce point,
mon travail obéit à des règles qui sont quand même d'ordre esthétique, c'est-à-dire qu'il y a des règles de composition qui doivent être comment dire, conformes à mes souhaits. C'est-à-dire que quelle que soit la place du spectateur dans l'espace, il doit y avoir des choses intéressantes qui doivent se passer. Et ceci pour comment dire, happer le spectateur, le séduire en quelque sorte, et éventuellement l'amener sur le point, le POV, le point d'anamorphose. Et là, l'idéal c'est qu'il arrive à se poser des questions et faire le lien entre extérieur, autour de l'œuvre, et sur le point d'anamorphose. Donc l'amener à ce qu'il se pose des questions sur la perception de l'espace, comment est-ce qu'on conçoit l'espace lorsqu'on est dans la vie de tous les jours. Et le but c'est aussi de faire un lien aussi avec notre propre vie, notre façon de se promener, de regarder notre environnement en fait. Donc deux points qui sont importants, le point de vue et tout l'extérieur. Et donc par exemple dans Shep, là où c'était très compliqué, c'est qu'il y a une multitude d'éléments qui sont dispersés dans l'espace et qui doivent aussi obéir à des règles de composition. Donc, du coup, ce qui a été dur, ça a été de créer les éléments, les agencer dans l'espace, les disposer dans l'espace d'une certaine manière, de sorte à ce qu'ils soient, entre guillemets, toujours bien placés, quelle que soit la position du spectateur. Donc voilà, deux points de vue. Ça fait un peu plus d'une demi-heure qu'on les écoute. Est-ce que certains d'entre vous ont des questions à leur poser, des remarques, des suggestions? Oui. Si le but c'était de faire l'anamorphose et de revisiter l'anamorphose, je vous rassure tout de suite, c'est réussi parce qu'effectivement ça ne ressemble pas vraiment à ce qu'on a pu voir depuis la Renaissance, qu'elle soit italienne ou autre. Donc vous avez un regard effectivement contemporain sur le problème de l'anamorphose ou sur la façon de présenter une anamorphose. Quand on regarde vos deux installations, effectivement, on est quand même un peu déstabilisé. Je pense que c'est un peu le but de votre travail, c'est aussi d'un peu déstabiliser le spectateur. Vous avez expliqué que vous avez beaucoup de contraintes et effectivement, vous avez certainement une maîtrise technique importante avant d'arriver à produire ce genre d'œuvre. Mais de temps en temps, vous avez rajouté encore non seulement quelque chose à regarder, mais aussi à entendre. Et le quelque chose à entendre est lui aussi encore un peu plus déstabilisant. Parce que austère et ça finit par, ça n'est pas géométrique et effectivement je vous ai entendu dire que vous cherchiez un peu à, j'ai pas entendu le mot émouvoir, mais à provoquer une certaine émotion auprès du spectateur, et je voudrais que vous précisiez un peu ce rapport avec non pas seulement l'intellectuel ou le côté mathématique de celui qui vous regarde, mais comment est-ce qu'on vous regarde? Est-ce que vous cherchez à créer quelque chose, une émotion ou quelque chose dans ce genre-là? Merci. Le but de l'art, c'est de créer des émotions et de créer des langages qui de préférence restent accessibles au public, de sorte à ce que le public peut être séduit, ressentir des émotions et et après essayer de comprendre ce que cherche à faire l'artiste. Je ne parle pas que pour moi, mais j'ai l'impression que c'est, d'une manière générale, c'est comme ça que ça fonctionne. En tout cas, moi j'ai besoin d'utiliser un vocabulaire simple, peut-être techniquement très complexe à mettre en œuvre, mais assez simple pour que ça reste accessible au public. C'est quelque chose qui est très important. Ce qui m'intéresse avant tout, c'est que le spectateur ressent des émotions et ou pas, et ensuite s'intéresse à ce que voulait dire l'artiste. Donc, dans ce sens, il n'y a pas besoin de lire un pavé de texte de 10 pages pour comprendre ce que j'essaie de faire. Et le message doit passer plus ou moins rapidement, et ensuite, éventuellement, si c'est intéressant, le spectateur cherche à comprendre pourquoi, comment. Mais avant tout, il faut que ça reste... il faut qu'il y ait quelque chose d'humain, quelque chose d'émotionnel, pour que l'engrenage prenne en fait. C'est très important pour moi ça, même si je n'en ai pas parlé. Je pense qu'en écho à ce que tu dis, moi je suis peut-être un peu moins sur l'émotion directe, mais je suis quand même très
Je veux dire, non, de l'émotion, non, je veux dire dans le ressenti, dans le sens où, comme je te disais tout à l'heure, tu crées avec la fumée, avec le son, ça crée vraiment une espèce de caverne, d'ambiance propice à l'émotion. Et moi, je verrais plutôt ce que j'ai fait dans la salle blanche comme quelque chose de très accessible, et c'était aussi une volonté, c'était vraiment par choix, des formes accessibles, des formes colorées, des formes simples, parce que je veux que les gens se reconnectent à de l'exploration, et du coup voilà, à connecter cette recherche à une réflexion, et voilà, que ça amène à quelque chose qui serait un peu plus en profondeur, et qui, exactement ce que tu disais tout à l'heure, c'est très bien dit, réfléchisse plus sur ce qui l'entoure, l'espace qui l'entoure dans la vie de tous les jours, les idées qu'on reçoit, la façon dont on traite les informations qui nous arrivent, voilà, d'avoir cet œil critique. Et justement, moi je vois cette salle blanche comme une espèce d'entraînement. On n'en a pas parlé, mais j'ai aussi fait cette installation par rapport au public qui est dans ce lieu, qui est quand même un lieu magique qu'on a découvert en arrivant ici. Enfin, j'ai vraiment été sous le charme de ce lieu, qui est pour moi le futur de ce que devraient être tous les lieux de culture, à la croisée de plein de choses très très intéressantes, et fait avec beaucoup d'amour et beaucoup de passion. Et donc voilà, pour faire une œuvre qui est accessible au public qui vient jouer aux jeux vidéo, qui vient lire des livres, regarder des documentaires, ou faire d'autres choses dans ce lieu. Voilà, quelque chose d'accessible, parce que j'ai aussi une partie qui veut un peu aller contre le conformisme de l'art avec un grand A, qui est parfois, pas très souvent, mais qui est parfois inaccessible, où voilà, comme tu disais, il faut lire 10 pages pour s'en rendre compte. Voilà, je voulais une espèce de porte d'entrée expérimentale pour tout le monde. D'autres questions? Moi, je serais intéressé par la formation que vous avez eue. Je suppose scientifique. Pas du tout. Pas du tout. Parce que je supposais que Non, j'ai une formation. pour maîtriser technique, il faut peut-être des notions de mathématiques ou de physique sur la lumière. Oui, je suis allé à l'école en 3e, on apprend la lumière. Comme tout le monde. Non, j'ai une formation traditionnelle à l'art plastique. Et après, j'ai été graphiste en fait. Mais j'ai toujours eu une activité artistique hors commande. Eh bien, je pense que nous allons arrêter là. Le retour.